En décembre, c'est le Marathon du Don de Radio Courtoisie. Qu'est-ce que c'est que le Marathon du Don ? Le Marathon du Don, c'est la grande collecte de fonds que nous organisons chaque année au mois de décembre. Parce que c'est la dernière chance pour les auditeurs qui n'ont pas encore fait de dons de défiscaliser utilement. Symboliquement, s'ils n'ont pas envie que leur argent serve à financer l'immigration illégale ou les politiques transgenres, eh bien, ils peuvent donner une partie de leur argent à Radio Courtoisie et la déduire de leurs impôts à hauteur de 66%. Et en plus de ça, nous avons un mécène très généreux qui, depuis 2 ans, chaque fin d'année, nous promet de doubler les dons au mois de décembre. C'est-à-dire que si vous donnez 50 €, eh bien nous en recevrons 100, et à vous, il ne vous en coûtera qu'à peu près 18. C'est pourquoi je vous demande de nous soutenir pour ce marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Ligne droite. Le grand réveil. Bonjour Arnaud Benedetti. Bonjour à vous. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, auteur de plusieurs ouvrages, notamment Chaos, essai sur les imaginaires des peuples avec Stéphane Rosès aux éditions du CERF, L'ordre républicain dans les circonstances exceptionnelles avec Charles-Louis Foulon aux éditions Economica, et puis plus récemment, je cherche aux portes du pouvoir, RN l'inévitable victoire aux éditions Michel Lafon, et on en parlera parce que c'est aussi un petit peu l'actualité quand même. Arnaud Benedetti, Emmanuel Macron hier a annoncé qu'il nommerait son Premier ministre d'ici 48 heures, après nous avoir annoncé qu'il l'annoncerait d'ici 24 heures la semaine dernière. D'abord, quelles sont les options pour Emmanuel Macron aujourd'hui, Arnaud Benedetti ? Vous avez raison de rappeler qu'il avait déjà annoncé qu'il devait nommer son Premier ministre, donc restons prudents sur l'échéance d'annonce du Premier ministre compte tenu de la difficulté de la situation politique que traverse le pays. Mais on peut peut-être en effet envisager que d'ici 24 heures maintenant, le Premier ministre soit désigné. Et les options sont multiples, mais in fine, elles apparaissent toutes presque comme des côtes mal taillées, compte tenu encore une fois des circonstances et des rapports de force politiques à l'Assemblée nationale. On voit bien que finalement, quel est le sujet pour le président de la République ? Le sujet pour le président de la République, c'est d'essayer d'élargir arithmétiquement une base parlementaire qui, à l'Assemblée nationale, lui permettrait d'avoir un gouvernement qui soit moins exposé à une motion de censure. Parce qu'une deuxième motion de censure pourrait être totalement fatale pour le président de la République dans le contexte politique que l'on connaît. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train d'essayer de fracturer le nouveau Front populaire en exfiltrant une partie des parlementaires de ce nouveau Front populaire, les socialistes principalement, mais aussi peut-être les écologistes et les communistes, on verra bien ce que ça donnera, pour essayer de créer une espèce de bloc parlementaire qui viendrait soutenir un gouvernement. Donc, après avoir, en tout cas aujourd'hui, à l'heure où je parle, en effet, parce que les choses peuvent encore évoluer dans la journée, ne sait-on jamais, il faut rester très prudent, mais à l'heure où je parle, on a le sentiment que le président de la République est plutôt en train d'essayer de rechercher une personnalité qui soit susceptible de répondre à cette équation, du moins à cette entreprise. Alors, s'agit-il d'une personnalité centriste, comme M. Bayrou ? Mais il y a aussi, en effet, des avantages avec M. Bayrou, mais quelques inconvénients également. Mais est-ce que c'est une personnalité qui, elle-même, serait issue des rangs de la gauche ? On pense, par exemple, et son nom a été cité, à quelqu'un comme M. Le Drian, qui a été un éminent responsable du Parti socialiste, mais aussi un ministre macroniste, puisqu'il a été ministre des Affaires étrangères, je crois, d'Emmanuel Macron au tout début du premier mandat d'Emmanuel Macron. Donc voilà aujourd'hui, encore une fois, les conjectures qui semblent en tout cas être mises en avant ou privilégiées par le président de la République, mais tout peut bouger, encore une fois, compte tenu de l'extrême mobilité de la situation. Oui. Arnaud Benedetti, vous disiez qu'une deuxième motion de censure pourrait être fatale au président de la République. C'est un peu la deuxième question que je voulais vous poser. En fait, combien de fois peut-on répéter ce processus de motion de censure, de retrouver ensuite un Premier ministre, de recensurer ? Est-ce qu'il y a une limite à tout ça ? Et en prenant en compte, bien sûr, qu'Emmanuel Macron a affirmé qu'il ne démissionnerait évidemment pas avant la fin de son mandat. Il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite. C'est-à-dire que le Parlement peut, à tout moment, dès lors qu'il juge que la politique du gouvernement ne va pas dans le sens
l'intérêt général du pays, ou pour des raisons aussi, je veux dire, qui sont des raisons aussi tactiques, décider de censurer un gouvernement. La réalité, c'est que quand on regarde les rapports de force qui sont issus des dernières élections législatives, en tout cas là aussi à l'heure où l'on parle, ils sont majoritairement favorables à ceux qui peuvent voter une motion de censure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout gouvernement qui pourrait voir le jour, sauf évidemment à élargir encore une fois l'étiage parlementaire, ce qu'essaie de faire Emmanuel Macron, est exposé à une motion de censure. Et c'est ce qui a fait que Michel Barnier, avec à peu près 220 députés, s'est trouvé renversé la semaine dernière par une conjonction d'opposition qui, bien qu'en désaccord, ont néanmoins voté ensemble cette motion de censure. Donc le vrai sujet, en effet, pour Emmanuel Macron, c'est d'éviter une répétition de cet acte de défiance. Alors hier, Emmanuel Macron a reçu différents responsables politiques, sauf la France Insoumise, sauf le Rassemblement National. Alors la France Insoumise a de son côté dit que de toute façon, elle n'aurait jamais accepté l'invitation d'Emmanuel Macron. Le Rassemblement National, pas très surpris. Mais ma première question, c'est est-ce bien républicain de faire ça, Arnaud Benedetti, de ne pas recevoir les deux presque principaux groupes? C'est le fait du prince. C'est le fait du prince. La question est de savoir si le fait du prince est républicain. Ouais. C'est tout. En l'occurrence, personnellement, je veux dire, moi, ce que je constate, c'est que à partir du moment où des forces politiques sont représentées à l'Assemblée nationale et qu'elles constituent des groupes politiques importants, il est difficile de ne pas, sur le plan des principes, de les associer au moins à la discussion. Alors, elles acceptent ou elles refusent. Oui. Ça ne veut pas dire que, je veux dire, d'une quelconque manière, le président de la République souhaiterait les faire entrer dans un gouvernement, mais il pourrait très bien les informer. Vous savez, l'attitude du président de la République, notamment vis-à-vis du Rassemblement national, elle dépend des circonstances, en l'occurrence, et des intérêts tactiques du moment, enfin de ses intérêts tactiques du moment. Quand il juge que ses intérêts tactiques sont d'ouvrir la discussion avec le Rassemblement national, il reçoit M. Bardella à Saint-Denis, comme toutes les autres forces politiques. Mais quand il juge, comme aujourd'hui, que ses intérêts tactiques, parce que le Rassemblement national a participé au renversement du gouvernement de Michel Barnier, ne sont pas de recevoir le Rassemblement national et de considérer qu'il n'est plus ou il ne ferait plus partie de l'arc républicain, eh bien, il décide de ne pas le recevoir. Mais on voit bien que tout cela ne fait pas une cohérence politique, ne fait pas une cohérence institutionnelle. Oui. On voit bien que la situation dans laquelle nous sommes rentrés souffre de ce manque de cohérence et c'est bien ce vice aujourd'hui qui mine les institutions et le principal responsable de ce vice institutionnel aujourd'hui, il ne se trouve pas à Matignon, il ne se trouve pas à l'Assemblée nationale, il se trouve encore moins au Sénat, il se trouve à l'Élysée. Et justement, qu'est-ce que ça dit, cette séquence et cette réunion en particulier hier, qui a donc exclu la France Insoumise et le Rassemblement national, qu'est-ce que ça dit de l'état d'esprit d'Emmanuel Macron en ce moment, Arnaud Benedetti ? Ça dit que c'est un président de la République qui est à la fois très heureux de se retrouver soudainement au centre du jeu, à nouveau, parce que il est celui qui va constitutionnellement, et c'est son rôle, désigner le Premier ministre, donc il reprend d'une certaine manière une initiative, au moins sur la scène intérieure, qu'il semblait avoir perdue depuis la nomination de Michel Barnier. Ça, c'est, j'allais dire, pour le côté positif, pour la personnalité propre du président de la République, mais ça dit surtout un intense dérèglement institutionnel dans lequel le président de la République, par ses initiatives hasardeuses, a plongé le pays. Ce président de la République, je crois quand même, aujourd'hui on peut le dire, aura profondément abîmé les institutions de la Ve République, puisqu'il les a déréglées. Et la situation dans laquelle nous nous retrouvons sont le produit du chaos qu'il a, d'une certaine façon, construit, non pas seulement avec la dissolution, mais aussi avec la stratégie du Front républicain durant l'entre-deux tours des élections présidentielles, mais on pourrait remonter plus loin avec un certain nombre d'initiatives qui ont été des erreurs tactiques, des erreurs politiques qui nous ont menés, encore une fois, à la situation que nous connaissons aujourd'hui, qui est une situation quand même particulièrement préoccupante. Oui. Alors hier, nous recevions Brice Hortefeux à cette antenne qui nous parlait de grandes confusions aussi liées d'abord à la dissolution, bien sûr, de l'Assemblée nationale, puis à cette motion de censure. Il y a des mots-clés qui reviennent souvent, le chaos, la bordélisation, enfin voilà, on en a beaucoup. Édouard Philippe dit qu'on est proche d'une crise de régime. Vous êtes d'accord avec ça, Arnaud Benedetti ?
La différence entre la 4e et la 5e République, c'est que le personnel politique de la 4e République était plutôt de très bonne qualité, mais qu'il était d'une certaine manière empêché par des institutions qui n'étaient pas à la hauteur des qualités des hommes politiques de ce temps-là. Ouais. On est à front renversé aujourd'hui, c'est-à-dire que vraisemblablement on a un personnel politique, et chacun s'accorde à reconnaître dès qu'il fait un peu d'histoire politique, de moins bonne qualité que celui de la 4e République, et que malheureusement ce personnel politique, pour une grande partie, je veux dire, met à mal des institutions qui ne devraient pas connaître cette crise de régime. C'est le mésusage des institutions qui nous entraîne aujourd'hui dans cette incertitude institutionnelle. Ce ne sont pas les institutions qui sont mauvaises, malheureusement, c'est, je le crains, les responsables politiques qui aujourd'hui sont en charge d'opérer ces institutions, qui ont mis en difficulté ces institutions. Alors, de fait, oui, en effet, à un moment donné, on finit par entrer dans une crise de régime. Mais encore une fois, ce n'est pas la 5e République qui est en cause, c'est plutôt, j'allais dire, les responsables politiques. Oui. De son côté, Arnaud Benedetti, est-ce que vous estimez que Marine Le Pen a eu raison de s'être engagée à voter la motion de censure de la France Insoumise, de s'allier à eux? On a parlé d'une alliance contre nature. Aujourd'hui, le RN justifie ce vote en invoquant les conséquences des négociations budgétaires insatisfaisantes. Mais à qui va profiter cette motion de censure, finalement, avec le recul aujourd'hui, Arnaud Benedetti? On n'a pas suffisamment de recul après une semaine. Oui. Certitude. Alors, vous savez, il y a deux lectures. Il y a la lecture de ceux qui considèrent que le Rassemblement national s'est abîmé parce qu'il a associé ses voix à celles du Nouveau Front populaire et surtout de LFI, oui. qu'il a perdu, il a décranté d'une certaine manière, pardonnerez cette expression, en termes de respectabilité, et qu'il peut connaître un déficit de crédibilité dans une partie de cet électorat conservateur qui aujourd'hui serait prêt à le rejoindre, mais qui ne l'a pas encore rejoint. Cette lecture est recevable peut-être dans l'immédiat. Sur la distance, j'allais dire, les causes qui ont nourri la dynamique du Rassemblement national n'ayant pas disparu, la situation politique de très grande confusion dans laquelle nous sommes entrés et finalement le spectacle politique qui aujourd'hui s'offre aux Français sont des moteurs puissants pour que le Rassemblement national passe cet écueil. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'il a, j'allais dire, les conditions qui sont réunies pour accéder au pouvoir prochainement. Mais en tout cas, on peut considérer que les circonstances qui, encore une fois, ont présidé et qui président depuis maintenant plusieurs années et plusieurs mois, en tout cas, à la dynamique du Rassemblement national, n'ont pas foncièrement changé. Parce que, in fine, quoi qu'il arrive, le gouvernement qui sortira sera un gouvernement de compromis et apparaîtra très vite comme un gouvernement de compromission et surtout un gouvernement qui ne pourra pas agir. Ouais. Parce que, quoi qu'il arrive, même si c'est une coalition, si vous voulez, les parties prenantes ont de telles, j'allais dire, divergences entre elles qu'elles ne pourront s'entendre que sur, j'allais dire, un minimum syndical qui ne sera pas en mesure de répondre aux immenses défis du pays. Donc c'est ça la réalité de la situation et certainement pas le commentaire immédiat que l'on veut produire d'une lecture trop rapide des événements. En fait, d'ici 2027, si je comprends bien, politiquement, on va tourner en rond. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de gouvernance possible d'une certaine manière. Il peut toujours y avoir une gouvernance, mais il peut y avoir une gouvernance très instable, avec, si vous voulez, des crises chroniques à répétition. Le problème est de savoir si, entre l'immobilisme d'un côté et des crises chroniques de l'autre, on peut, j'allais dire, durer jusqu'à 2027. C'est une véritable question. Est-ce que la France, je veux dire, compte tenu des difficultés qui sont les siennes, sociales, économiques, politiques, géopolitiques, son affaiblissement indéniable sur la scène internationale, qui remonte d'ailleurs à plusieurs années et pas seulement à Emmanuel Macron, est-ce que tous ces éléments et tous ces enjeux, aujourd'hui, peuvent se permettre d'attendre jusqu'à 2027? C'est la vraie question. D'où finalement l'interrogation que posent un certain nombre de responsables politiques et qui n'ont pas tort d'ailleurs, de dire finalement est-ce que le calendrier institutionnel ne doit pas être accéléré? Je note qu'il n'y a pas que les Insoumis qui réclament aujourd'hui le départ d'Emmanuel Macron. On voit que quelqu'un comme M. Copé ne le réclame pas, mais il dit finalement la motion de censure, il le disait avant qu'elle soit votée, aujourd'hui on l'entend moins.
forcément, mais disait que posait la question de la légitimité et du maintien du président de la République. Donc là, il y a un vrai sujet, et c'est pas un sujet, j'allais dire, de factieux que de le mettre sur la table. En l'occurrence, c'est un sujet politique qui est lié à la gravité de la crise que nous traversons. Après, en effet, le président de la République est élu jusqu'à 2027 et rien ne l'empêche de rester jusqu'à 2027. Mais est-ce que c'est l'intérêt du pays ? Ça, c'est une autre question. L'année dernière, Arnaud Benedetti, vous écriviez aux portes du pouvoir, RN, l'inévitable victoire aux éditions Michel Lafon. Est-ce qu'elle est toujours inévitable, cette victoire, sans parler de l'éventuelle inéligibilité de Marine Le Pen ? Vous avez raison de dire que quand même il y avait un point d'interrogation dans ce titre. Vous savez, l'histoire nous apprend, je veux dire, et nous enseigne la prudence, parce que très souvent, le cours de l'histoire n'est pas celui que l'on peut imaginer ou de ce que l'on peut prévoir. C'est ce qu'on appelle les ruses de l'histoire, comme disait Hegel. Oui, j'allais dire que concrètement, en tout cas, les conditions sociologiques, politiques du pays pour une victoire d'une force qui est une force qui n'a jamais gouverné, continue, je l'ai dit tout à l'heure, d'être réunie. Après, il y a l'autonomie du jeu politique, hein. Et le jeu politique, en effet, peut être profondément troublé par exemple, une inéligibilité de Marine Le Pen. Je considère que Marine Le Pen est quand même aujourd'hui, à ce stade, une candidate qui est plus solide que Bardella, quelles que soient, je veux dire, les qualités de communication de M. Bardella. Et que l'empêchement de Marine Le Pen, s'il était confirmé par les tribunaux, ce qui n'est pas encore quand même le cas, poserait un vrai problème au Rassemblement national, parce que, vous savez, l'incarnation malgré tout aujourd'hui de Marine Le Pen, son expérience politique aussi, du fait de 25 ans ou de 30 ans de vie politique, font qu'elle apparaît quand même comme une candidate assez naturelle pour le Rassemblement national au poste de président de la République, ce qui n'est pas forcément le cas de Jordan Bardella. Après, tout dépendra aussi de la façon dont l'axe de droite centrale républicain, notamment, ou non républicain, se reconstruira ou essaiera de se reconstruire dans les semaines qui viennent, et dans les mois qui viennent. Arnaud Benedetti, en 30 secondes, on disait tout à l'heure que Emmanuel Macron doit nommer le nouveau Premier ministre d'ici 48 heures. Quels sont vos pronostics ? Alors très franchement, je me garderai de tout pronostic, parce que, si vous voulez, juste en 30 secondes, le président de la République a toujours pris le contre-pied de tous les pronostics. Il a nommé Édouard Philippe, on n'attendait pas Édouard Philippe. Il a nommé Castex, on n'attendait pas Castex. Il a nommé Borne, on n'attendait pas Borne. On a nommé Attal. Bon, ce ne sera pas Bayrou alors. On parle de Bayrou aujourd'hui. Ça sera peut-être Bayrou, in fine, mais il n'est pas du tout sûr que ça soit Bayrou. Ouais. On parle de Monsieur Lecornu, mais apparemment sa cote semble un peu émoussée depuis quelques heures. Après, nous verrons bien. On aura peut-être une surprise qui sortira du chapeau. Bon, on verra. Merci beaucoup, Arnaud Benedetti. À bientôt. À vous aussi.